Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on attend 2 petites minutes avant que tout le monde arrive. Je suis désolé pour l'arrière-plan, je suis retourné en télétravail chez ma mère à Nancy et du coup, il n'y a aucune place de disponible, donc je suis là dans 2 minutes. Allez, on est parti. Bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour un nouveau webinar. Donc, j'espère que vous avez assisté aux deux précédents de cette série de 7 webinars sur la création d'un cabinet d'avocats avec méthode pour vous permettre derrière d'avoir un impact beaucoup plus important immédiatement dès la création. Donc, on a vu lors du premier webinar finalement la préparation du projet de création de cabinet d'avocats. Le deuxième webinar a traité de la clientèle à acquérir immédiatement au moment de l'installation ou juste avant l'installation. Et ce soir, on va vraiment voir la stratégie d'acquisition. Donc, c'est quelque chose qui vient dans un second temps et qui se pose pour acquérir de la clientèle à court terme et à moyen terme, et non pas comme la semaine dernière, à très court terme, et pour vous permettre finalement de subvenir à vos charges. Donc, voilà le thème qu'on va traiter ce soir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Valentin Bernard, je suis le président et cofondateur de la société Anomia. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié au cabinet d'avocats. Donc, notre objectif, c'est finalement de donner aux avocats les moyens d'atteindre leurs ambitions. Et comment on fait ça? Finalement, on utilise les méthodes issues du monde de l'entreprise qu'on applique à la spécificité des cabinets d'avocats. Et ça, comment ça se traduit? Ça se traduit par de la formation business, par du coaching business ou encore par des missions de conseil en stratégie. Bon, voilà, les présentations sont faites pour ceux qui ne me connaissent pas. On peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc finalement, la stratégie d'acquisition des cabinets d'avocats, pourquoi on parle de ça et pourquoi c'est un sujet super important, que ce soit dans le cadre de la création de son cabinet d'avocat, mais également dans le cadre du développement, c'est que finalement, une entreprise qui est un cabinet d'avocats, comme toute entreprise, a deux rôles principaux. Le premier, c'est d'acquérir de la clientèle et le deuxième, c'est de produire pour finalement réaliser la prestation que vous avez vendue au préalable. La stratégie d'acquisition, elle est ultra importante puisque c'est cette méthode que vous allez appliquer, ce plan que vous allez appliquer, qui va vous permettre finalement de pouvoir pénétrer des marchés, de pouvoir avoir vos premiers clients, revendre à la clientèle que vous avez eue, avoir de nouveaux clients grâce aux clients que vous avez déjà traités et finalement d'avoir une réelle empreinte sur le marché et d'avoir un positionnement dessiné, ce qui fait que vous aurez un flux constant de clients qui va pouvoir venir vous voir. Quand je parle de flux constant, c'est pas à chaque mois vous aurez 10 nouveaux clients qui vont arriver, mais en tout cas, vous aurez un approvisionnement de clientèle qui va s'opérer en fonction de la méthode et des stratégies que vous allez mettre en place.
Donc concrètement, ce soir, ce qu'on va voir, c'est finalement qu'est-ce qu'une stratégie d'acquisition, quel type de stratégie d'acquisition il existe. Ensuite, ce qu'on verra, c'est comment on va concrètement la mettre en place et où est-ce qu'on va aller chercher nos clients. Et enfin, on verra dans quel cadre elle s'insère, parce qu'une stratégie d'acquisition seule, ça n'existe pas. Il y a toujours des actions à mettre en amont et des actions à mettre en aval qui vont vous permettre finalement de développer votre cabinet d'avocat. Alors, ce soir, le webinaire sera plus court qu'habituellement. Pour une simple et bonne raison, c'est que ça a déjà été traité un petit peu la semaine dernière. Ça le sera aussi en métaphore filée, enfin en filet à l'intérieur des webinaires qui sont suivre, parce que finalement l'acquisition par rapport à ce qu'on propose, elle est finalement partout. Et là, on va voir vraiment les grands traits de la stratégie d'acquisition et ce qu'on va pouvoir mettre en place. Donc j'espère que ça vous convient. Vous êtes toujours 152, donc je pense que c'est le cas parce que vous êtes plus que la semaine dernière. Donc c'est finalement un sujet qui doit vous intéresser. J'espère que je vais bien le traiter, ou en tout cas que je vais le traiter par rapport à votre attente. Ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est le funnel d'acquisition. Le funnel d'acquisition, concrètement, c'est un entonnoir ou un triangle à l'envers, peu importe, où la pointe serait vers le bas, que vous allez diviser en trois. On peut le diviser en plus, mais là, par rapport à mon exemple de ce soir et à ce qu'on va traiter ce soir, le diviser en trois sera très, très bien. Donc, divisez votre triangle en trois, en parts égales, et vous voyez bien que finalement, tout ce qui va vers le plus bas, ça s'amenuise, et tout ce qui est vers le plus haut, c'est beaucoup plus large. Donc concrètement, à l'intérieur de ces trois phases, on a trois actions différentes qui vont devoir être menées. La première, c'est l'action de notoriété. L'action de notoriété, son objectif, c'est de se faire identifier par nos cibles et uniquement par nos cibles pour que celles-ci puissent s'intéresser à nous ou entendent au moins parler de notre activité ou du nom de notre cabinet d'avocat pour que le jour où celles-ci soient en besoin ou que vous les contactiez, elles puissent vous identifier comme étant un acteur pertinent. La deuxième phase, finalement, la deuxième partie de mon triangle inversé, donc de mon funnel, ça va être la stratégie d'acquisition. C'est ce qu'on va voir ce soir. C'est concrètement comment je passe de la phase des clients qui s'intéressent, enfin, qui entendent parler de moi ou qui m'identifient, à la phase des clients qui vont interagir avec moi. On va voir comment finalement on va réussir à interagir avec la clientèle ou en tout cas provoquer l'interaction avec la clientèle pour que derrière on puisse avoir l'opportunité de passer dans la troisième phase qui est la phase la plus importante puisque c'est celle-ci qui paye réellement. C'est la phase du passage de la stratégie d'acquisition à la conversion. Comment concrètement j'arrive à transformer mon prospect en client. Donc, je vais aller rapidement sur la stratégie de notoriété. La stratégie de notoriété, donc première phase, c'est vraiment quelque chose qui est super important. C'est de là que part finalement l'ensemble de la stratégie d'acquisition. Pour une simple et bonne raison, c'est que si vous n'êtes identifié par personne, cela va être beaucoup plus complexe de pouvoir finalement générer de l'interaction avec des prospects puisque personne ne vous connaît. Concrètement, si je vous parle à titre d'exemple, aujourd'hui, Anomia peut faire ce que fait Anomia pour une simple et bonne raison, c'est que les podcasts Advocate, donc là où on interviewe les grands avocats et les avocats qu'on peut interviewer sur notre podcast, ou les podcasts Objectif Client, ont été des portes d'entrée énormes pour Anomia pour rentrer dans la stratégie d'acquisition. Pour une raison extrêmement simple, c'est qu'on interviewait les plus grands avocats de la place, ils échangeaient avec nous, on pouvait accoler notre nom à leur nom, puisque derrière, on les rencontrait, on les interviewait, on avait des moments privilégiés qui pouvaient s'opérer avec nous. Ça nous a permis de faire de la notoriété sur le marché, c'est-à-dire d'être identifiés par les avocats comme étant des acteurs qui travaillaient avec ces avocats-là. Donc, ça nous a permis d'avoir des phénomènes de réassurance très forts et un track record pour pouvoir commencer. Et ça, a posteriori, ça nous a permis de rentrer en interaction avec des avocats, puisque quand on interviewait Jean-Michel Darrois, chez Darrois, lorsqu'on contactait les collaborateurs ou les conseils de Darrois pour échanger par rapport à nos activités, ceux-ci acceptaient de nous entendre. Ça ne veut pas dire qu'ils voulaient contracter avec nous, mais ça veut dire qu'ils acceptaient de pouvoir entrer en contact pour que derrière, on puisse leur parler de notre activité, de notre développement et derrière de ce qu'on pouvait proposer à destination des avocats. Donc, cette phase de notoriété, que vous fassiez du droit du travail, du droit de la famille, du droit fiscal, du droit des sociétés, elle va dépendre vraiment de la cible que vous souhaitez toucher.
C'est-à-dire que si votre objectif, c'est de pouvoir toucher des hommes ou des femmes qui souhaitent divorcer dans le cadre de droit de la famille, ben là, en fait, on va utiliser des canaux de communication qui vont être des canaux de communication particuliers. C'est-à-dire que pour pouvoir aller toucher des gens qui divorcent, peut-être que LinkedIn n'est pas la plus belle porte d'entrée. Peut-être que les salons professionnels ne sont pas la meilleure porte d'entrée. Et quand je dis peut-être, c'est même très certainement. Peut-être qu'il faudra utiliser des canaux plus directs, comme peuvent être par exemple les ads sur Google, comme peuvent être les différents groupes Facebook où derrière vous allez répondre à des questions de femmes ou d'hommes qui ont envie de divorcer. Peut-être que c'est à cet endroit-là qu'il va falloir mettre en place vos premières actions de notoriété. Si vous faites du droit fiscal, ce qui serait peut-être pertinent, c'est de pouvoir toucher, entre guillemets, les directeurs fiscaux de grandes entreprises, les dirigeants d'entreprises par rapport à leur rémunération, les entreprises par rapport à l'intégration fiscale, par rapport à leur TVA, par rapport à la TVA intraco, s'ils font de la livraison de biens entre la France et je sais pas, l'Espagne, par exemple. Donc, en fonction de la typologie de clientèle que vous allez cibler, vous allez utiliser des canaux de communication différents et des actions également qui vont être des actions différentes pour vous faire identifier. Si vous utilisez des vidéos TikTok pour essayer de toucher des dirigeants d'entreprise de PME dans le domaine d'activité de la chaudronnerie et qu'ils ont en moyenne entre 58 et 65 ans, il y a fort à parier que vous fassiez un énorme flop et que personne, aux grandes personnes, excepté certains de vos jeunes confrères, puissent voir vos vidéos. Si vous souhaitez envoyer des lettres manuscrites à des start-upers de la tech qui travaillent dans la cybersécurité, il y a très forte chance que vous soyez complètement à côté de la plaque en termes de notoriété. Donc, il faut vraiment trouver des canaux de communication et des actions de communication qui soient pertinentes et qui rentrent complètement dans le cadre des objectifs et des besoins de la clientèle cible que vous souhaitez toucher. Quand je parle de clientèle cible, faites bien attention à quelque chose. C'est-à-dire que si vous visez des PME dans le secteur d'activité de l'automobile, la cible n'est pas la PME dans le secteur d'activité de l'automobile. La cible que vous souhaitez toucher par rapport à la notoriété, c'est le décideur qui décide au sein de ces sociétés. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus se focaliser sur le décideur, les habitudes du décideur et la personnalité du décideur. Où est-ce qu'il prend ses décisions? Qu'est-ce qui est important pour lui? Quels sont ses objectifs réels? Quels sont ses objectifs sous-jacents? Où est-ce qu'il va prendre ses décisions? Est-ce qu'il a un COMEX qui va lui taper sur les doigts s'il ne prend pas le plus beau, le plus gros cabinet de la place? Et sur quel dossier il va pouvoir me mandater le plus rapidement possible? Si vous n'avez pas toutes ces informations-là, c'est extrêmement complexe de pouvoir toucher le décideur au bon moment via le bon canal et par le bon contenu. Donc ça, il y a tout un travail à faire sur la notoriété et la notoriété intervient dans une phase préalable. Elle peut parfois intervenir de façon concomitante à une stratégie d'acquisition, mais elle intervient majoritairement et à privilégier dans une phase préalable. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'avant de proposer un produit sur un marché ou avant de proposer vos services à un client, il est nécessaire que celui-ci ait pu au moins un petit peu entendre parler de vous pour qu'il puisse avoir une oreille attentive le jour où vous rentrerez en contact avec lui. Donc, par définition, sur cette première phase de notoriété, la phase suivante, comme dans un entonnoir, hein, elle se réduit au fur et à mesure. C'est-à-dire que si on a 5000 personnes qui ont entendu parler de vous, vous savez très bien que vous n'aurez pas 5000 personnes qui entreront en contact avec vous. On n'est pas sur un aquarium, on est vraiment sur un entonnoir. Donc là, par définition, si on passe déjà de 5000 à 500 personnes, c'est déjà colossal d'avoir une perte uniquement de 90% par rapport aux gens qui s'intéressent à vous. Donc ça, vraiment, soyez-en conscients, ce n'est pas une problématique, c'est vraiment la normalité. Et là, derrière, maintenant, on va voir concrètement comment on met en place une stratégie d'acquisition pour que les gens qui vous identifient, les cibles qui vous identifient, puissent entrer en interaction avec vous. Alors là, il y a deux grandes stratégies, entre guillemets, qui existent. Il y a la stratégie qu'on appelle la stratégie inbound marketing et la stratégie qu'on appelle la stratégie outbound marketing. Concrètement, la stratégie inbound, si je dois la simplifier au maximum, c'est comment je fais pour que mes cibles viennent vers moi et viennent directement me contacter, interagir avec moi, me laisser leur mail, leurs coordonnées, s'inscrire à un de mes webinaires, une de mes formations, etc., me laisse finalement l'opportunité, grâce aux contacts qu'ils ont pu me laisser, de pouvoir les contacter. Concrètement, je prends un exemple une fois de plus concret qui touche à Nouméa, parce que finalement, vous l'avez tous fait.
Aujourd'hui, vous êtes tous inscrits à ce webinaire. Ça veut dire que sur vous, j'ai récupéré votre prénom, votre nom, votre adresse mail et le nom de votre cabinet d'avocat. Ça me montre une chose, c'est que vous êtes intéressé par la création de cabinet d'avocat. Vous pouvez être en phase finalement d'action où vous avez déjà créé votre cabinet d'avocat et vous cherchez des méthodes à mettre en place pour professionnaliser tout ça et aller chercher plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité et une meilleure structuration interne. Vous pouvez être dans l'état de curiosité, c'est bah ouais, je suis élève avocat ou je suis collaborateur au sein d'un cabinet. La création d'entreprise ou la création de cabinet d'avocat m'a toujours intéressé. Donc, j'ai vu ça passer. Je me suis dit que j'avais rien à faire ce mercredi soir de 18h à 19h, veille du jour férié. Donc, je suis venu regarder ce qui se passait et ce que Valentin avait à me raconter. Et il y en a qui disent, OK, en fait, moi, je suis dans une phase de doute. Je suis collaborateur depuis 7-10 ans. J'ai trois possibilités, soit m'associer au sein de mon cabinet, soit m'associer ailleurs, soit créer ma structure. Donc, finalement, je vais regarder les méthodes qui peuvent être mises en place pour que je puisse finalement développer mon chiffre et après avoir, entre guillemets, encore plus de luxe pour choisir quelle sera l'opportunité la plus pertinente de mon côté. Donc concrètement, là, ce que j'ai mis en place, c'est une stratégie inbound marketing, c'est-à-dire que j'ai créé avec mes équipes 7 séminaires. Ces 7 séminaires sont répartis sur 7 semaines où on va passer par 7 étapes de la création de cabinet d'avocats. Et chaque semaine, on va diffuser sur nos différents réseaux, les réseaux d'Anomia, nos réseaux personnels à Jérôme, moi, Caroline, Agathe, Enguerrand, Emma, les réseaux de potentiellement nos partenaires, pour que derrière, on puisse diffuser l'information en disant la société Anomia délivre du contenu à destination des avocats par rapport à la création de cabinet. Donc là, c'est de l'inbound, puisque c'est, même si on a communiqué sur l'action, c'est vous qui êtes venu vous inscrire sur ces contenus et qui nous avez montré finalement, grâce à votre identité, que vous étiez intéressé par ces sujets-là. Donc ça veut dire que potentiellement, sur les 152 ou 153 que vous êtes encore actuellement, il y a potentiellement des futurs clients de la société Anomia ici, pour une simple et bonne raison, c'est que vous êtes intéressé par les sujets que nous, on traite au quotidien. Donc ça, vous pouvez tout à fait le faire de votre côté. C'est-à-dire que si vous intervenez, allez, on va prendre un autre exemple que ceux que j'ai pris au préalable, sur des problématiques en droit immobilier liées aux propriétaires immobiliers avec la gestion des locataires en interne, vous faites 5 webinaires dont les sujets sont bien gérer son investissement locatif, de l'acquisition aux travaux en passant par la location et la sortie du locataire. Ben, concrètement, derrière, vous allez intéresser un certain nombre de personnes qui vont s'inscrire à ces webinaires. Et derrière, vous aurez un certain nombre de noms que vous allez avoir avec leur mail, leur numéro de téléphone, que vous allez pouvoir contacter ou à qui vous pourrez délivrer de la valeur après ce webinaire. Ce qu'il ne faut pas oublier dans le cadre de ces actions-là, que ce soit pour de la formation physique, sur de la formation en ligne ou sur toute autre action, c'est que le principal, c'est de recontacter les gens a posteriori pour savoir ce qu'ils ont pensé de votre prestation. Est-ce que ça leur a plu? Est-ce qu'ils ont eu ce qu'ils attendaient? Est-ce qu'ils en voulaient plus? S'ils voulaient plus, qu'est-ce qu'ils voulaient concrètement? Pour que derrière, vous puissiez coller à leur objectif et comprendre concrètement ce que veut chaque personne qui vient finalement voir vos contenus. Donc ça, c'est pour la stratégie inbound. Il y a énormément de choses que vous pouvez mettre en place sur la stratégie inbound. Vous pouvez écrire des articles, mais pas simplement des articles. C'est-à-dire que si vous écrivez un article et que derrière, bah oui, il y a un Valentin Tonti-Bernard qui vient lire ce que vous avez écrit par rapport, je sais pas, au pacte d'actionnaires, bah en réalité, vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas savoir que c'est moi qui ai été voir dessus, qui ai lu votre article. Il faut derrière que vous puissiez, entre guillemets, récupérer de l'information sur moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces articles-là, vous devez avoir ce qu'on appelle des call to action. Vous pouvez le lire aussi sur des articles en marketing qui s'appellent des CTA. L'objectif, c'est de pousser le lecteur ou celui qui consomme votre contenu à l'action. C'est-à-dire qu'il vous laisse un mail, qu'il puisse entrer en contact avec vous, qu'il puisse télécharger un contenu complémentaire, qu'il puisse faire sur un simulateur X ou Y test, qu'il puisse, pour lire la globalité de l'article, rentrer son mail pour le recevoir via papier. Et ça, on est en train de le mettre en place chez Anomia. On écrit pas mal de contenu. Et derrière, Jérôme est en train d'écrire un article sur la facturation. Peut-être qu'on fera le test là-dessus. Vous allez pouvoir lire le sommaire, la première partie, mais pour avoir accès à la deuxième partie, il faudra pouvoir rentrer son mail. Bah, ça, concrètement, ça voudra dire quoi? Ça veut dire que sur le sujet qu'on a traité, c'est-à-dire la facturation, vous êtes intéressé, puisqu'en fait, vous avez déjà lu le sommaire, vous avez lu la première partie, et derrière, vous avez rentré votre mail pour avoir la deuxième partie. Et donc là, dans ce cas, on se dira, OK,
Donc, il y a 150 avocats qui ont rentré leur mail par rapport à ce contenu-là. Ça signifie que s'ils ont rentré leur mail, c'est que le sujet les intéresse et qu'ils ont déjà été jusqu'à la moitié du contenu qu'on avait rédigé pour avoir la globalité. Donc ça veut dire Valentin va vous recontacter en vous disant, OK, j'ai vu que vous aviez téléchargé le contenu relatif à la facturation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des problèmes de facturation en interne? Est-ce que vous avez des problèmes pour augmenter vos paniers moyens par client? Est-ce que vous avez des problèmes de taux de conversion? Parce qu'aujourd'hui, en fait, vous proposez que de la facturation au temps passé et que ce mode de facturation ne convient plus à la typologie de clientèle que vous avez. Donc, en fonction des thématiques qu'on va choisir et des angles d'attaque par lesquels on va pouvoir traiter l'un ou l'autre de nos contenus, derrière, on va pouvoir savoir ce qui est pertinent pour vous ou pas. Concrètement, là, vous êtes inscrit sur un webinaire de création de cabinet d'avocats, sur la stratégie de développement, sur la stratégie d'acquisition client dans le cadre d'une création de cabinet. Bah, il y a fort à parier, peut-être à tort, que vous êtes en passe ou que vous venez de créer votre cabinet d'avocat et que nos services peuvent être pertinents pour vous. Je raisonne à chaque fois avec le prisme d'Anomia, je peux le faire aussi avec d'autres cabinets d'avocats. C'est pour que vraiment vous compreniez l'état d'esprit dans lequel on est et les actions qu'on met en place. Vu que vous êtes inscrit dessus, je pense que c'est assez parlant, c'est de dire en fait, voilà, on sait ce qui vous intéresse puisque vous êtes concrètement là. Et vous pouvez exactement faire la même chose. Donc ça, c'est pour l'inbound. Les seules limites aux actions que vous pouvez mettre en place pour récolter de la donnée ou pour être contacté par vos clients, c'est votre imagination. C'est-à-dire qu'il y en a vraiment énormément. Les marketeurs en distinguent 19. Je ne les connais pas toutes, je ne les utilise pas toutes, je n'ai pas besoin de toutes les connaître. Quand j'ai besoin d'approfondir et de mettre en place une nouvelle action, je vais regarder ce qu'il y a dans des bouquins très pertinents sur le sujet, comme Marketer ou comme des bouquins qui sont beaucoup plus opérationnels que Marketer, parce que Marketer est quand même très, très théorique, mais des choses qu'on va chercher. Et après, il y a aussi ce qu'on fait au sein des cabinets d'avocats, où on a des actions pilotes qu'on va tester, sur lesquelles on va mettre en place des indicateurs de performance pour voir si oui ou non ce qu'on a mis en place c'était pertinent par rapport à la cible qu'on avait testée. Mais ça, il faut toujours, toujours tester. Donc vraiment, stratégie inbound marketing, on produit du contenu, on le pousse à destination de nos cibles, et grâce à la stratégie de notoriété, plus aux besoins bien cernés auprès de notre clientèle cible, on arrive à collecter de l'information auprès de la clientèle qu'on essaie de toucher, et a posteriori, on va la chercher. La stratégie outbound, c'est différent. C'est-à-dire que vous, avocat, vous avez défini une clientèle cible. Imaginons que vous fassiez du contentieux des affaires et que vous vous intéressiez à toute la rupture brutale des relations commerciales établies, les articles L442, 5, troisième manche, je sais plus quoi là. Bah, en gros, concrètement, vous allez vous dire, OK, concrètement, aujourd'hui, par rapport au contentieux que je vois, qui sort au niveau des tribunaux de commerce, au niveau des cours d'appel, je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de contentieux qui s'opèrent dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc concrètement, ça veut dire que dans ce secteur d'activité-là, aujourd'hui, que ce soit lié au Covid, que ce soit lié à des facteurs externes, il y a des problématiques entre fournisseurs et clients, et que potentiellement, je peux me positionner sur ce secteur d'activité et aller chercher de la clientèle à ce niveau-là. Donc, plutôt que de produire du contenu à destination de ces clients-là pour que eux viennent sur Internet, télécharger ce que vous faites, laisser votre mail, etc., vous allez aller directement à la rencontre de vos cibles en disant, OK, je vais essayer de contacter le directeur général, le directeur juridique de Casino, de Carrefour, de certains Leclerc, des Franprix, des Monoprix, etc., parce que je sais qu'ils ont des problématiques avec leurs fournisseurs et que les fournisseurs les assignent énormément en rupture brutale des relations commerciales établies. Donc, je vais aller proposer mon savoir-faire directement à cette typologie de clientèle. Ça, c'est de l'outbound marketing. Ça peut se faire via du mail, ça peut se faire via du calling, donc coup de téléphone, ça peut se faire via énormément de choses, via des lettres, via des brochures envoyées, via plein, plein de choses. Ça, faites super gaffe à ça. C'est-à-dire que concrètement, déjà en termes de démarchage avec votre déontologie, c'est un peu compliqué. On peut essayer de le contourner en passant sur de la sollicitation personnalisée, on l'a déjà fait. Mais le plus pertinent pour vous aujourd'hui, finalement, c'est de ne pas utiliser que la stratégie outbound, c'est de ne pas utiliser que la stratégie inbound, mais c'est bel et bien d'essayer de fusionner les deux pour trouver un doux mélange qui va vous permettre, tout en respectant votre déontologie, de pouvoir être pertinent auprès de la clientèle cible que vous vous êtes fixé. Si je prends un exemple concret,
Vous allez, par exemple, réaliser, allez, on va dire, un webinaire ou une formation à destination des DRH parce que vous intervenez en droit du travail et vous faites de la sensibilisation par rapport aux ATMP et à la gestion des ATMP, donc accident du travail, maladie professionnelle, au sein d'une entreprise. Vous allez contacter une cinquantaine de DRH pour leur proposer votre formation, démarche outbound. En plus de ça, vous allez mettre sur votre site internet et sur Datadoc et tout le reste vos formations où vous allez avoir 30 DRH qui vont pouvoir s'inscrire. Donc, vous en contactez 50 d'un côté, outbound, et vous mettez à des endroits stratégiques sur Internet ou dans des forums professionnels ou je ne sais pas quoi, le fait que vous fassiez une formation. Donc, 30 viennent s'inscrire, inbound. Là, vous avez collecté donc 30 personnes qui sont inscrites directement, 50 personnes que vous avez contactées. On va dire qu'il y en a une fois de plus, non, il y en a 20 qui vont s'inscrire. Donc, ça veut dire que vous avez 50 personnes qui se sont inscrites à la formation. Vous réalisez la formation, tout se passe bien. Là, on repasse dans le contact de la clientèle que vous avez déjà eue. Donc, si on devait les traduire, on serait vraiment en démarche, une fois de plus, outbound. Où là, du coup, on a 50 personnes qui ont assisté à vos formations, qui ont été satisfaits de ce que vous avez pu réaliser. Votre seul et unique objectif, c'est de les recontacter pour rester dans leur petit papier. Donc là, concrètement, on prend les 50 mails de ces personnes. Si vous n'avez pas les mails, lors de la formation, vous les demandez. C'est-à-dire que vous dites, OK, bah, concrètement, la présentation PowerPoint que j'ai faite, je vous laisse passer une feuille pour que vous mettiez votre adresse mail et je vous l'envoie. Et puis, j'aurai aussi un petit questionnaire de satisfaction à vous envoyer, où j'aurai aussi de la documentation complémentaire par rapport aux discussions et aux échanges qu'on a pu avoir aujourd'hui. Concrètement, tout le monde la met. Moi, je le fais, ce genre de choses. Et je vous assure qu'il n'y a pas un réfractaire. Et s'il y en a un, ben, tant pis, c'est quelqu'un que vous aurez, quoi qu'il arrive, pas signé. Donc, vous récupérez l'ensemble de ces mails. Là, l'objectif, c'est de pouvoir re-rentrer en contact avec eux extrêmement rapidement après la formation pour qu'ils se souviennent encore de vous, pour qu'ils ne soient pas complètement repartis dans leur opérationnel et qu'ils soient massacrés par le travail qu'ils aient à faire au quotidien. Donc, pour que vous soyez encore présent quelque part dans leur esprit. Et donc là, ce que vous allez faire sur ce mail-là, c'est pas de pouvoir proposer vos services. C'est pas de pouvoir dire, bah voilà, moi au sein du cabinet Bidule Chouette, je réalise des ATMP, du contentieux des relations individuelles, du contentieux des relations collectives. Mon associé intervient aussi en conseil, on est les plus beaux, on est les plus forts, on est les meilleurs. Non, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir prendre un rendez-vous avec ces DRH en leur disant, bah voilà, vous avez assisté il y a 3 jours, il y a 4 jours à une des formations que j'ai menées là-dessus. J'étais super content que vous soyez présent. J'aimerais bien avoir vos retours pendant 15 minutes au téléphone pour qu'on puisse échanger par rapport à ce que j'aurais pu améliorer. Et là, votre travail, c'est de savoir, un, ce que vous pouvez améliorer, et deux, de pouvoir commencer à faire ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire créer une relation de confiance avec ces acteurs économiques qui vous ont déjà vu à l'œuvre. C'est-à-dire que quand vous avez formé des gens, bah, en réalité, les gens, ils connaissent votre valeur, ils vous ont vu, ils savent s'il y a un fit humain, s'il n'y a pas de fit humain. Ils voient à peu près comment vous allez travailler en fonction de l'intérêt que vous allez pu porter, en fonction de ce que vous avez pu leur dire, en fonction de la précision que vous avez pu avoir dans les réponses que vous avez pu leur apporter. Et donc vraiment, là, c'est de prendre un rendez-vous avec eux. Et une fois que vous avez pris ce rendez-vous avec eux, c'est de prendre un petit rendez-vous d'un quart d'heure. Déjà, c'est de le faire durer plus qu'un quart d'heure, parce que ça ne dure jamais un quart d'heure, ça dure au moins une demi-heure ou une heure. Et derrière, c'est de pouvoir reprendre rendez-vous avec eux pour parler plus sérieusement, s'il y a lieu, des difficultés rencontrées au sein de l'entreprise et de ce que vous pourriez leur apporter. Et donc ça se construit vraiment petit à petit, avec un objectif par action qui va être mis en place. Donc, vraiment, ce que je trouve moi le plus pertinent et ce qu'on fait aussi chez nous, ce qu'on fait aussi chez nos clients, c'est vraiment de réussir à mixer les deux. C'est-à-dire d'avoir finalement des clients qui viennent par l'intermédiaire de l'inbound, que vous recontactez derrière en action pour aller les chercher. Et derrière, finalement, on met des interactions entre les deux. C'est-à-dire que là, ce soir, vous êtes inscrit au webinaire. Je vais vous recontacter comme je l'ai déjà fait lors du précédent webinaire. Derrière, on va échanger ensemble. J'espère que ça sera le cas. Si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, a posteriori, je vais vous envoyer à fréquence, alors à fréquence non systématique, parce que ça dépend du travail que j'ai. Et si j'ai le temps d'écrire un petit papier, un petit billet que je peux vous envoyer, en disant, bah, en fait, voilà, un de nos consultants a écrit un article sur ce sujet-là. Je me souviens qu'on en avait discuté ensemble. Tiens, tu peux le trouver derrière en pièce jointe. J'espère qu'il te plaira. N'hésite pas à me faire tes retours. Là, l'objectif, c'est vraiment de vous donner de la valeur, de montrer qu'on pense à vous, qu'on s'intéresse à votre business et qu'on s'intéresse à votre réussite. Et je vous assure qu'à terme, ça fonctionne. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas sur l'ensemble de la population que vous allez suivre, mais quelqu'un à qui vous donnez de la valeur, quelqu'un à qui vous pensez,
quelqu'un à qui finalement vous allez solutionner gratuitement des problématiques en pouvant lui pusher de la valeur de façon régulière. C'est une personne qui ne vous oublie pas. Et donc ça ne marchera pas auprès de 100% des prospects pour qui vous allez le réaliser, mais ça marchera pour au moins la moitié des prospects pour qui vous allez le faire. Et donc ça, c'est ultra pertinent. Donc vraiment, essayez au maximum de lier l'inbound et l'outbound en ayant, par rapport à votre statut d'avocat aujourd'hui et par rapport à votre déontologie, une priorité pour l'inbound marketing couplée a posteriori par de l'outbound marketing pour vous permettre d'avancer. Et alors là, maintenant, vous allez me dire, OK, Valentin, il est bien sympa, une bande, out-band, je comprends un peu le truc. Il parle en anglais, il utilise des termes que je ne connais pas, mais je vois bien ce qu'il veut dire. Mais concrètement, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire du digital? Est-ce que je vais faire du physique? Est-ce que je vais faire de la formation? Est-ce que je vais écrire des bouquins? Est-ce que je vais aller faire des conférences? Est-ce que je vais aller faire des podcasts? Est-ce que je vais faire des vidéos? Si je fais des vidéos, est-ce que je fais des vidéos de 5 minutes? Est-ce que je fais des vidéos de 30 minutes? Ou est-ce que je vais les diffuser? Comment je vais fonctionner? La réponse, elle est super simple. C'est que ni vous, ni moi, on ne le sait. C'est-à-dire que personne n'a la bonne réponse, excepté vos clients. C'est-à-dire qu'en fonction de la cible que vous avez, et c'est pour ça que dans le webinaire avant, je vous ai tanné avec la cible, etc., c'est que tout part de là. C'est-à-dire que si on se plante sur sa cible, si on se plante sur la notoriété, derrière, les actions d'acquisition vont nous prendre beaucoup de temps et vous allez mettre un coup d'épée dans l'eau. Ça n'aura aucun impact. Et si ça a un impact, ça sera un impact marginal et qui aura été extrêmement chronophage par rapport à ce qui a pu vous rapporter. Et donc, il y aura un très faible taux de retour sur investissement. Donc ça, vraiment, faites super gaffe à ça, définissez bien vos cibles avant de passer sur la notoriété, puis sur l'acquisition. Donc concrètement, si ma cible, je vois mon frère qui est en train de bosser là, juste en face de moi. Si ma cible, c'est les stagiaires dans les cabinets de conseil qui viennent de s'installer à Paris, donc ça, c'est ma cible. Donc les stagiaires qui viennent s'installer à Paris, on ne va pas aller si loin, vous intervenez en droit immobilier. Et vous vous êtes dit, OK, concrètement, il y a beaucoup de problématiques liées à cette population-là, parce qu'en réalité, ils sont en précarité ou en tout cas en situation de faiblesse par rapport à leurs bailleurs. Et les bailleurs, de temps à autre, ou de façon extrêmement fréquente, retiennent les cautions un peu en jouant de tour de force, parce qu'ils savent qu'un étudiant, finalement, ça ne va pas se révolter. Si vous dites, OK, moi, en fait, j'ai un business de volume, j'ai envie d'aller toucher un maximum d'étudiants qui sont dans ces situations-là, parce que j'estime qu'un étudiant sur trois est victime de cette situation, que les cautions à Paris sont entre 1500 et 2000 euros, et que pour récupérer ces cautions, je serais capable de facturer 500 euros. Donc, il y a combien d'étudiants à Paris? Il y a 500 000 étudiants. Donc, 500 000 étudiants, si je prends un tiers, ça veut dire qu'on est à peu près à 170 000 personnes, un peu moins de 170 000 personnes. 170 000 personnes à qui je peux potentiellement facturer 500 euros, ça fait un global annuel à 85 000 euros. Bon, ce n'est pas assez pour pouvoir aller sur un marché et se lancer là-dessus, à moins que derrière vous ayez des outils d'automatisation qui vous permettent finalement d'aller les rechercher, mais en réalité, vous ne pouvez pas avoir tout le marché. Donc, ça veut dire que ça peut être, entre guillemets, un business pertinent. Ah non, 170 000 fois 500. Ouais, non, ça peut être un business pertinent parce que ça fait 170 000 fois 5. Ça fait 500, 850. Oui, ça fait un business à 8 500 000 euros. Et donc, oui, il y a quand même quelque chose à aller, non, même 85 millions d'euros. Donc, il y a quand même quelque chose à aller chercher par rapport à ça. Donc, vous ne pourrez pas avoir tout le marché. Imaginons que vous réussissiez la première année à avoir 5% du marché. Ça veut dire que vous êtes aux alentours de donc 8,5 millions divisé par 2, 4 250 000 euros à aller chercher. C'est énorme, hein, c'est une petite population, c'est un petit business, on est d'accord que ce n'est pas du grand droit, etc. Mais dans des business models où on a une très faible interaction avec la clientèle et où on a un très faible degré de personnalisation pour les actions de production qu'on va pouvoir mettre en place, ça peut être pertinent. C'est un exemple complètement saugrenu. Je n'ai jamais travaillé là-dessus, je vous dis n'importe quoi. C'est pour travailler sur des analogies qui peuvent être pertinentes et que vous pouvez derrière appliquer à votre business. Si on se rend compte que c'est cette population-là qu'on va cibler, en fait, il faut se dire, OK, concrètement, les étudiants aujourd'hui, ils ont quel âge? Qu'est-ce qu'ils utilisent comme réseau? Qu'est-ce qui va leur parler? Qu'est-ce qui va être pertinent pour eux? Qu'est-ce qu'ils attendent? Quels sont leurs objectifs quand ils sont victimes de ces situations-là? Et en fonction de l'ensemble de ces informations que vous réussirez à capter,
Derrière, c'est à ce moment-là que vous créerez vos actions d'acquisition. Vous vous dites, en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, les étudiants qui se font avoir par leur bailleur, qui ne veut pas leur redonner leur caution, finalement, c'est des étudiants qui ont 22 ans. Ces étudiants qui ont 22 ans, ils sont sur Instagram et sur TikTok. Sur Instagram et sur TikTok, ils sont réceptifs à telle typologie de messages ou de contenu. Donc, c'est cette typologie de messages ou de contenu que je vais leur adresser pour pouvoir derrière aller chercher ces clients. Donc, concrètement, si on raisonne par rapport à des clients beaucoup plus traditionnels, l'objectif, c'est finalement de se mettre dans la peau de son client cible, de lui poser un certain nombre de questions par de la customer discovery et par de l'interview client pour que derrière, vous puissiez avoir masse d'informations sur lui. Sans information, c'est avancer totalement à l'aveugle. C'est de dire, en fait, voilà, je ne sais pas où je vais, je fais des vidéos parce que tout le monde fait des vidéos, je fais des posts LinkedIn parce que tout le monde est sur LinkedIn, et puis j'écris des articles et je fais de l'actualité parce que tout le monde fait ça. Mais en réalité, c'est ni plus ni moins que de la reproduction de méthodes qui ne marchent pas. Donc, il faut vraiment pouvoir s'adresser à sa cible, et pour s'adresser à sa cible, il faut la comprendre et connaître ses us et coutumes. Si vous ne les connaissez pas, vous avancez complètement à l'aveugle, et mieux vaut rien faire que de faire ça, sincèrement. Donc, vraiment, intéressez-vous à vos clients et en fonction de la typologie de clientèle que vous avez, vous mettrez en place les actions d'acquisition en corrélation avec ceci. Mais concrètement, maintenant, on va passer dans le pur opérationnel. Comment on fait pour que ma stratégie d'acquisition puisse fonctionner et soit viable? En fait, là, il n'y a pas de secret. C'est vraiment un truc qui est très difficile et que mon associé m'apprend tous les jours. C'est de la rigueur, de l'organisation et le fait de pouvoir être extrêmement constant par rapport à ce que vous allez pouvoir mettre en place. C'est-à-dire que chaque lundi, chez Anomia, il y a un podcast qui sort. Objectif, notoriété. Chaque mardi, il y a l'annonce du podcast et de l'annonce du webinar de la semaine qui va suivre. Objectif, acquisition. Le mercredi, il y a le webinar du jour même qui sort sur mon compte LinkedIn. Objectif, acquisition. Le jeudi, il y a un article à valeur ajoutée sur du business à destination des avocats qui suivent Anomia. Objectif, notoriété, plus s'ils vont lire l'article, acquisition. Tout est mis en œuvre pour que derrière, on puisse sortir des contenus de qualité à jour fixe pour créer de l'habitude auprès de nos clients ou auprès des prospects qui nous suivent au quotidien. Et ça, on a pu le tester, donc par hasard, parce que j'ai merdé en toute honnêteté. C'est qu'un jour, je n'avais pas de podcast à diffuser pour le lundi. Et là, on a reçu une quinzaine de messages, que ce soit par SMS, sur LinkedIn ou par mail, en disant, mais je crois que j'ai un problème, aujourd'hui, je n'ai pas le podcast d'Anomia. Et donc ça veut dire qu'on a réussi à créer une habitude auprès de notre clientèle, auprès de notre clientèle cible, et qu'à partir du moment en fait, où ils n'ont pas le contenu attendu parce qu'habituellement on le met en place, et ben en réalité, ils ne sont pas satisfaits ou ils se disent qu'il y a un problème quelque part. Et donc ça, c'est vraiment super important, c'est-à-dire que vous, pour pouvoir mettre en place une stratégie d'acquisition qui soit pertinente, il faut que vous vous mettiez, entre guillemets, des objectifs et il faut que vous teniez ces objectifs. N'ayez pas des objectifs qui soient trop ambitieux. Si vous êtes seul et que vous vous dites, OK, je vais sortir un article par semaine, vous ne tiendrez pas dans la durée. Donc, honnêtement, ça n'a pas de sens de pouvoir fonctionner comme ça. Mieux vaut dire, OK, en fait, je vais faire une newsletter de 6 lignes à destination de l'ensemble des avocats des clients qui me suivent chaque semaine ou chaque 2 semaines ou chaque mois. Mais derrière, faites-le à jour fixe et à échéance fixe. Si vous dites, OK, je vais écrire 12 articles dans l'année à étapes différentes par rapport à l'acquisition d'une entreprise, si vous visez des entreprises dans le secteur d'activité du M&A, bah faites-en uniquement 12 à l'année, mais publiez-en un chaque mois et astreignez-vous à cela. Donc, c'est vraiment de la rigueur et de la constance. Donc concrètement, le webinaire de ce soir est terminé parce que je dois m'absenter. Donc ce soir, on a vu ce qu'était finalement un funnel d'acquisition avec première phase, la notoriété, deuxième phase, l'acquisition, troisième phase, la conversion. La conversion, on ne la traitera pas aujourd'hui. Il y a des articles, il y a un webinaire que j'ai déjà fait et un article que Jérôme a écrit par rapport à la conversion aux bonnes méthodes de vente. Si vous voulez mieux vendre, n'hésitez pas à venir sur la formation Boost ou la formation Business Partner où là, on rentre vraiment dans le dur du sujet. On a vu ensuite quels étaient les différents types de stratégies d'acquisition qu'il y avait, la stratégie inbound et la stratégie outbound. Moi, mon conseil, c'est de réussir à fusionner les deux pour que vous puissiez avancer avec méthode sur le sujet sans être trop agressif et en respectant bien la déontologie. On a vu concrètement quelles actions étaient nécessaires de mettre en place. En réalité, je ne vous ai pas donné beaucoup d'informations, mais je vous ai donné l'information principale
qui est vraiment la plus importante, qui est ce n'est pas à vous de choisir les actions d'acquisition que vous allez mettre en place, c'est la clientèle cible qui doit vous dicter les actions d'acquisition que vous devez mettre en avant. Moi, concrètement, aujourd'hui, si je ne devais pas m'adresser à des avocats, je ne ferais pas de podcast. Mais je le fais parce que les avocats recherchent cette typologie de contenu et parce que les avocats aiment parler d'eux. Et donc, en réalité, si je n'étais pas sur cette typologie d'acteurs, je ne fonctionnerais pas de cette façon. Donc, ce n'est pas parce que je l'ai voulu, c'est parce que mon marché me l'a imposé. Et donc, ça, vraiment, pareil pour vous. Et enfin, dernière phase, c'est fonctionner avec rigueur, mettez en place de l'organisation et fixez-vous des objectifs que vous pouvez tenir. Si vous n'êtes pas capable de tenir ces objectifs, derrière, ne les fixez pas. Vraiment, dites-vous, OK, je vais faire un contenu qui va être qualitatif. Ce contenu qualitatif, je vais le diffuser sur les bons canaux de communication pour réussir à toucher mes cibles potentielles, mais jamais, au grand jamais, je ne vais m'engager à faire quelque chose que je ne serai pas capable de faire. Donc, j'espère que ce webinaire vous a plu. Si vous avez des questions, je les prendrai par mail avec grand plaisir ou sur LinkedIn. Adresse mail valentin@anomia.fr. Je vous invite à immédiatement vous inscrire au webinaire de la semaine prochaine sur l'organisation de sa structure. Je l'ai bien bossé et vous aurez pas mal de valeur. Inscrivez-vous parce qu'il reste plus beaucoup de place, donc n'hésitez pas à le faire. En tout cas, j'espère que ce webinaire vous a plu. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.